Dans le cadre du chapitre d'intégration, nous allons dans cette vidéo démontrer et utiliser deux nouvelles formules de Taylor. Les formules de Taylor, nous en avons déjà rencontrées dans le chapitre sur les polynômes, ainsi que dans le chapitre sur les développements limités. Dans cette vidéo, i sera comme toujours un intervalle de r, et voici la première formule de Taylor, celle dite avec reste intégral. Si n est un entier naturel et f est une fonction de classe Cn plus 1 de i dans R, si nous prenons deux points A et B dans grand I, alors nous avons la formule de Taylor avec reste intégral. F de B est égal à la somme pour k allant de 0 à n des f dérivés k fois en petit a divisé par factoriel k fois b moins a puissance k, plus une intégrale qui est l'intégrale de a à b de la dérivée n plus unième de f en t divisé par factoriel n fois b moins t puissance n dt. Donc nous retrouvons, comme dans toutes les formules de Taylor, cette somme de Taylor. Elles ont toutes les formules de Taylor font apparaître une somme de cette forme-là, donc nous retrouvons bien sûr ce bloc de Taylor ici. Et en plus, nous avons donc un reste, qui ici s'écrit sous forme d'intégrale, d'où le nom de formule de Taylor avec reste intégral. Comme dans le cas de la formule de Taylor-Young, il s'agit d'une formule d'approximation. Nous pouvons approcher f de b par cette somme, et il y a donc un reste qui est ici sous forme d'intégrale, qui est l'erreur d'approximation. La formule de Taylor-Young est tout à fait du même genre. F de x est approché par une somme de cette forme-là, et il y a un reste qui s'exprime en petit o. La grande différence entre ces deux formules est que la formule de Taylor-Young, donc avec un développement limité, est une formule à caractère local. C'est seulement lorsque x va se rapprocher de petit a que l'approximation va devenir bonne. Le petit o, nous savons qu'il tend vers 0 quand x tend vers a. Quand x est loin de a, nous n'avons aucune idée de la valeur de ce petit o. Ici, la formule est globale, c'est-à-dire que nous n'avons pas à supposer que petit b tend vers petit a pour avoir cette formule. Elle est valable quel que soit a et b, tant que a et b sont dans i, même s'ils sont très loin les uns des autres. Alors bien sûr, ce reste va continuer de tendre vers 0 lorsque petit b tend vers a. D'ailleurs, quand b est égal à a, nous avons cette intégrale qui est nulle. Mais nous avons réussi à exprimer avec une expression précise le reste de l'approximation ici, avec cette intégrale. Juste un mot sur l'hypothèse. Nous voyons ici que nous avons supposé que f était de classe Cn plus 1, alors que la somme s'arrête à n. Donc nous approchons malgré tout f de b par un polynôme de degré n en b-1, mais nous avons besoin de la continuité de la dérivée n plus unième de f dans l'expression de l'intégrale ici, puisque nous utilisons la dérivée n plus unième, et pour être sûr que cette intégrale existe, nous avons besoin de savoir que la dérivée n plus unième est continue. Alors si elle était continue par morceau, cela marcherait quand même, mais ici, nous allons utiliser la continuité qui est tout de même plus simple. La démonstration se fait par récurrence sur petit n. Quel que soit petit n dans grand N, nous allons poser l'hypothèse Hn, qui est donc l'énoncé suivant. Quel que soit petit f de classe Cn plus 1 et les points A et B dans grand I, nous avons la formule étoile, qui est donc la formule de Taylor avec reste intégral, f de b égale la somme encadrée en gris plus l'intégrale encadrée en bleu. Attention ici, il faut bien quantifier petit f à l'intérieur de l'énoncé, puisqu'ici, l'introduction même de petit f, qui doit être de classe Cn plus 1, dépend de petit n, donc cela n'aurait pas de sens de fixer f en dehors de l'hypothèse de récurrence. Pour l'initialisation, nous introduisons donc une fonction petit f de classe C1 sur l'intervalle i, et a et b 2 points de i. La somme encadrée en gris dans la formule étoile se résume ici à un seul terme, puisque la somme pour n égale 0 va de k allant de 0 à 0. Il n'y a donc qu'un terme, c'est f dérivé 0 fois en petit a divisé par factoriel 0, fois b moins a puissance 0, et l'intégrale donc encadrée en bleu est-elle l'intégrale de petit a à petit b de f' de t sur factoriel 0 fois b moins t puissance 0 dt. Donc la somme tout simplement est égale à f de a, puisque b moins a puissance 0 est égal à 1, et l'intégrale, c'est l'intégrale de a à b de f' de t dt. Cette intégrale, nous savons que c'est le crochet donc f évalué de a à b, c'est-à-dire f de b moins f de a. Donc les deux f de a s'annulent, il nous reste uniquement f de b, et cela c'est bien la formule que nous voulions démontrer. Donc h
indice 0 est vrai. Nous avons bien initialisé notre hypothèse de récurrence, notre démonstration par récurrence. Pour l'hérédité, supposons que l'hypothèse Hn soit vraie à un rang petit n dans grand N. Nous allons, pour démontrer Hn plus 1, introduire une fonction petit f de classe Cn plus 1 plus 1, donc de classe Cn plus 2 sur l'intervalle i, et à nouveau deux points a et b dans grand I. Puisque f est de classe Cn plus 2, en particulier, elle est aussi de classe Cn plus 1. Donc nous pouvons lui appliquer l'hypothèse Hn, c'est-à-dire que au rang n, l'hypothèse est vraie, donc nous avons la formule étoile pour f. Mais nous la voulons à un rang supérieur. Donc notre somme, nous allons essayer de lui rajouter le terme pour k égale n plus 1, il va falloir rajouter un terme à cette somme. Et l'intégrale, elle, va être légèrement différente. Nous voulons faire apparaître une intégrale avec f dérivée n plus 2 fois à l'intérieur de l'intégrale. Donc nous allons partir de cette intégrale, et dans cette intégrale, nous allons effectuer une intégration par partie. Nous pouvons bien ici appliquer une intégration par partie. Nous allons dériver la fonction f dérivée n plus une fois, puisque f est de classe n plus 2, f dérivée n plus une fois est encore dérivable une fois, et la fonction qui a t associe b moins t puissance n sur factoriel n, nous allons elle l'intégrer. Donc, avec une intégration par partie, nous obtenons que l'intégrale de a à b de f dérivée n plus une fois de t fois b moins t puissance n sur factoriel n dt est égale donc à la fonction f dérivée n plus une fois en t fois une primitive de b moins t puissance n sur factoriel n, c'est-à-dire moins 1 fois b moins t puissance n plus 1, alors moins 1 à cause du signe moins devant t, puisque nous intégrons par rapport à t, divisé par factoriel n plus 1, ceci donc de a à b, moins l'intégrale de a à b, donc de la dérivée de f dérivée n plus 1, donc f dérivée n plus 2 fois la primitive que nous avons choisie pour b moins t puissance n sur factoriel n, c'est-à-dire moins 1 fois b moins t puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Le signe moins repasse devant, et donc notre moins devient un plus. Le terme entre crochets s'annule lorsque t est égal à b, donc il ne va rester plus qu'un terme. Donc nous avons moins la valeur de tout ce qui est dans le crochet évalué en a, mais comme il y a déjà ce moins à l'intérieur du crochet, moins disparaît. Ce signe moins disparaît, donc nous avons plus f dérivée n plus une fois en a, fois b moins a puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Et l'intégrale, nous n'y touchons pas. C'est toujours l'intégrale de a à b de f dérivée n plus 2 fois en t sur factoriel n plus 1 fois b moins t puissance n plus 1 dt. Alors, qu'est-ce que nous remarquons ici? Nous remarquons que l'intégrale, c'est exactement celle que nous voulons dans la formule de Taylor avec reste intégrale au rang n plus 1. Et le terme qui est là, nous allons pouvoir le rentrer dans cette somme, puisque pour k égale n plus 1, ce terme, c'est exactement f dérivé k fois en a sur factoriel k fois b moins a puissance k. Donc c'est exactement le terme que nous voulons. Donc si j'appelle numéro 1 l'égalité qui est là et numéro 2 celle-ci, eh bien avec ces deux égalités 1 et 2, après avoir effectué l'intégration par partie, j'obtiens que f de b, c'est la première somme que nous avions déjà dans l'expression numéro 1, plus le terme que nous avons ici obtenu dans l'expression numéro 2, plus l'intégrale de l'expression numéro 2. Et donc, comme je le disais, nous remarquons que ce terme-là, eh bien, il rentre dans la somme lorsque k va jusqu'à n plus 1. Et donc, après avoir remarqué ceci et avoir fait rentrer ce terme dans la somme, eh bien, nous remarquons que nous avons exactement ce que nous voulions, c'est-à-dire que h indice n plus 1 est vrai. Et donc, par principe de récurrence, nous avons bien démontré la formule de Taylor avec reste intégral. Le problème dans cette formule de Taylor avec reste intégral, c'est justement son reste. Il est sous forme d'intégrale, il est un peu pénible à manipuler, et en particulier nous ne savons pas trop s'il est grand ou petit. Or pour une approximation, nous avons envie de connaître, d'avoir une estimation de la taille de ce reste. C'est pourquoi nous utilisons plus souvent le corollaire de cette égalité, qui se nomme inégalité de Taylor-Lagrange,
C'est la deuxième formule de Taylor de cette vidéo. Pour ce corollaire, nous allons utiliser exactement les mêmes notations et hypothèses que dans la formule de Taylor avec reste intégral. Nous allons prendre deux points A et B dans grand I, en supposant pour l'instant que A est strictement plus petit que petit b. Alors cette inégalité donne une majoration de l'erreur d'approximation lorsque nous approchons f de b par cette somme de Taylor. Donc elle exprime que f de b moins la somme en valeur absolue est inférieur ou égal à b moins a en valeur absolue puissance n plus 1 divisé par factoriel n plus 1 fois le sup de la valeur absolue de la dérivée n plus unième sur l'intervalle AB. Ici, si nous supposons que A est strictement plus petit que B, c'est uniquement pour pouvoir parler de l'intervalle AB. Donc, si je décris cela en bleu, nous avons donc une deuxième version possible. Dans le cas où A est strictement plus grand que B, eh bien il suffira de prendre le sup sur l'intervalle BA. Mais tout le reste de la formule sera toujours valable, puisqu'ici, que A ou B soit plus petit que l'autre, peu importe, de toute façon, nous avons mis des valeurs absolues partout. Pour la démonstration, nous allons repartir de la formule de Taylor avec reste intégral. Donc si nous faisons passer la somme à gauche du signe égal dans cette formule, nous obtenons l'égalité suivante. Donc ceci est égal à l'intégrale de A à B de f dérivée n plus une fois en t divisé par factoriel n fois b moins t puissance n dt. Nous pouvons bien sûr prendre la valeur absolue des termes des deux côtés de ce signe égal, et alors, grâce à l'inégalité triangulaire, nous pouvons faire passer la valeur absolue ici à l'intérieur de l'intégrale. Donc nous obtenons la valeur absolue de la dérivée n plus unième de t divisé par factoriel n fois la valeur absolue de b moins t puissance n dt. Maintenant, cette démonstration, je vais la faire dans le cas où A est strictement plus petit que B, sachant que lorsque A est plus grand que B, la démonstration s'adapte sans problème. Donc lorsque A est strictement plus petit que B, eh bien la quantité B moins T ici est toujours strictement positive, puisque T est dans l'intervalle AB. Donc il est toujours plus petit que B. Ce qui nous permet de supprimer les valeurs absolues ici et d'avoir tout simplement B moins T puissance n. Nous pouvons donc ici appliquer l'inégalité de la moyenne à cette dernière intégrale. Nous allons prendre le sup de la valeur absolue de f dérivée n plus une fois sur le segment AB, et donc il nous reste l'intégrale de A à B de b moins t puissance n, alors donc sans les valeurs absolues puisque nous connaissons le signe de ce terme, nous savons qu'il est positif, dt. Et cette dernière intégrale, nous savons la calculer. Donc nous avons tout simplement ce sup qui ne change pas, et cette intégrale, eh bien une primitive de b moins t puissance n sur factoriel n, nous en avons donné une dans la démonstration de la formule de Taylor avec reste intégral, c'est moins b moins t puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1 à calculer de A à B. Et la valeur de ce crochet, eh bien c'est exactement le terme que nous voulions dans l'inégalité de Taylor-Lagrange. C'est exactement b moins a puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Alors là aussi, nous sommes dans le cas où b est strictement plus grand que a. Donc nous avons bien b moins a puissance n plus 1, mais c'est aussi la valeur absolue de b moins a puissance n plus 1. Donc nous avons démontré cette inégalité de Taylor-Lagrange. Comme application de ce corollaire, de cette inégalité de Taylor-Lagrange, nous allons démontrer le résultat très classique suivant. Nous allons montrer que, quel que soit le réel petit x, la somme pour k allant de 0 à petit n des x puissance k sur factoriel k tend vers exponentielle x lorsque n tend vers plus l'infini. Alors c'est ce qui justifie un résultat que vous utiliserez beaucoup plus en spé, ce qui justifie d'écrire que exponentielle x est égal à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des x puissance k, des x puissance n, puisque j'ai pris n comme indice cette fois-ci, sur factoriel n, qui est une définition possible de la fonction exponentielle.
Pour démontrer ce résultat, nous allons utiliser l'inégalité de Taylor-Lagrange et nous allons l'appliquer à la fonction f qui sera tout simplement la fonction exponentielle. Nous allons l'appliquer pour a égale 0 et pour b égale petit x. Alors nous avons bien le droit de l'utiliser puisque la fonction exponentielle est de classe c infini sur r. Donc en appliquant cette inégalité avec ces données-là, nous obtenons que exponentielle x moins la somme pour k allant de 0 à n, donc de la fonction exponentielle dérivée k fois, mais c'est toujours la fonction exponentielle, donc de exponentielle 0 divisé par factoriel k, fois x moins 0 puissance k, est plus petit que le sup sur le segment 0x ou le segment x0, alors là tout va dépendre du signe de x, ce sera l'un des deux intervalles suivant que x est positif ou négatif, donc de la dérivée n plus unième de la fonction exponentielle, donc c'est toujours la fonction exponentielle, fois valeur absolue de x moins 0, puissance n plus 1, sur factoriel n plus 1. Donc en nettoyant un peu les choses, nous obtenons que exponentielle x moins la somme pour k allant de 0 à n de x puissance k sur factoriel k est plus petit que le sup entre 0 et x, alors on va dire de 0 à x, ou de x à 0, peu importe, de la fonction exponentielle, fois x puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Donc si nous arrivons à montrer que ce majorant tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien nous aurons exactement montré que exponentielle x est la limite quand n tend vers plus l'infini de cette somme. Donc c'est ça que nous voulons faire. Alors nous remarquons que dans cette expression, ce sup, c'est une constante dans le sens où c'est une constante qui ne dépend pas de n, elle dépend de x mais pas de n. Donc pour nous, nous allons la considérer tout simplement comme une constante, nous n'avons pas besoin de calculer sa valeur. Même si en l'occurrence sa valeur est simple à donner, si x est négatif, ce sup c'est 1, puisque le sup est atteint en 0, donc exponentielle 0 qui vaut 1. Si x est positif, le sup d'exponentielle entre 0 et x, c'est exponentielle x. Dans tous les cas, peu importe, ça ne dépend pas de n. Et donc nous voulons montrer que cette quantité tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. C'est un exercice assez classique. Nous allons supposer ici que n est strictement plus grand que la partie entière de x. Et à ce moment-là, nous allons écrire x puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, comme un produit. En haut, nous avons le produit de x fois x avec des x qui vont apparaître n plus une fois, et en bas, nous avons aussi le produit de n plus un terme, 1 fois 2 fois 3, etc., jusqu'à n plus 1. Donc nous pouvons décomposer cette fraction en un produit de n plus une fraction. Nous allons avoir x sur 1 fois x sur 2, etc., jusqu'à x sur n plus 1. Alors comme n est strictement plus grand que la partie entière, à l'intérieur de tous ces termes, nous avons à un moment donné x divisé par sa partie entière. Donc nous allons couper ce produit en deux parties, et même en trois parties. Nous avons tous les premiers termes de x sur 1 jusqu'à x sur sa partie entière. Et puis ensuite nous avons tous les termes qui suivent. Mais je vais m'arrêter à l'avant-dernier terme et je vais mettre le dernier terme à part. Donc ici, j'ai coupé mon produit en trois parties. La première partie, c'est donc celle-ci. Eh bien, à nouveau, ceci, c'est une constante. Elle dépend de x, bien sûr, mais elle ne dépend pas de n. Donc, nous allons la considérer comme une constante. La deuxième partie, c'est celle-ci. À chaque fois ici, nous avons un produit de fractions où le dénominateur est strictement plus grand que le numérateur. Donc chacun des termes qui apparaît dans ce produit est strictement plus petit que 1. Donc globalement, toute la partie en vert est ici strictement plus petite que 1. Et puis le dernier terme, c'est la troisième partie de notre produit. X est constant, et donc toute cette quantité tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Donc nous avons une constante fois quelque chose qui n'est pas constant ici, qui va varier suivant n, mais qui de toute façon sera plus petit que 1, donc c'est une suite bornée.
et qui est tout cela, donc la partie bleue fois la partie verte, c'est une suite bornée, multipliée par une partie rose qui tend vers 0. Donc nous savons que cette suite tend bien vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Ce qui nous permet donc de conclure la somme pour k allant de 0 à n dx puissance k sur k factoriel tend vers exponentielle x lorsque n tend vers plus infini. Nous arrêterons ici cette vidéo.